C'est l'une des routes les plus dangereuses du monde. La Carretera de la Muerte, la route de la mort. Chaque année, de nombreuses personnes y perdent la vie. Certains y cherchent l'aventure. D'autres dépendent de cette route. Pour tous, c'est un voyage à risque. Le continent sud-américain. La Bolivie. Depuis Ixmiamas dans la plaine tropicale, la route mène sur plus de 500 km jusqu'au plateau des Andes, à presque 5000 mètres d'altitude. Destination La Paz et son million d'habitants. Au point le plus élevé du parcours, le col de la Cumbre, des guérisseurs invoquent la Pachamama. C'est ainsi qu'ils appellent la terre-mère. Leurs pouvoirs chamaniques sont censés chasser les énergies nuisibles aux hommes. Les chamans font offrande à Pachamama. Les hommes doivent se souvenir de ce qu'ils font à la terre. Ils creusent en elle des routes comme des cicatrices. Ces prêtres implorent aussi le pardon pour ceux qui empruntent ces routes et veulent leur éviter accidents et souffrances. Omar Perea est camionneur depuis plus de 20 ans. Il n'y a guère de route en Bolivie qu'il n'ait pas déjà parcourue. La route de la Paz est son parcours habituel. Il transporte du bois de construction depuis la jungle. Il en a chargé 25 tonnes. Si tout se passe bien, il mettra 3 jours pour faire le trajet. Fin octobre, c'est encore la saison sèche. La piste est donc poussiéreuse. Dans quelques semaines, il commencera à pleuvoir. La route se transformera alors en piste boueuse et marécageuse où l'on a peine à avancer. Mais aujourd'hui, ce sont surtout la chaleur étouffante et l'air poussiéreux qui font souffrir les chauffeurs. Omar roule vite. Il profite de la route libre pour faire du kilomètre. Son passager, Jaime Flores, connaît à peine la route. Omar veut lui faire découvrir ses pièges. Les dangers sont partout. Il ne faut pas faire d'erreur, car le camion peut casser. Il y a beaucoup de choses que l'on peut regretter. En route, tout peut arriver. Le camion s'est enlisé. Les roues patinent. Il est vraiment enfoncé profond. Mais ça, là. Je dois regarder moi-même. Jaime tâte le sol à la recherche de trous profonds et les remplit de cailloux. De l'autre côté, c'est aussi profond. Mets ces feuilles là-dessous. Les feuilles de palmier donnent un peu plus d'adhérence aux pneus. Il ne reste alors plus que l'habileté d'Omar et toute la puissance du moteur pour se sortir du pétrin. Il a plu ce matin, la chaussée est boueuse. Avec la pluie, ça a empiré. Les roues et l'arbre de transmission sont enfoncés, c'est pourquoi le camion n'a pas avancé. C'est comme s'il freinait. Omar doit faire particulièrement attention au cours d'eau. Si l'eau pénètre dans la boîte de vitesse, cela détruit le moteur.
le voyage s'achèverait avant d'avoir vraiment commencé. Seuls quelques chemins praticables pour les camions traversent la jungle qui semble infinie. L'humidité de la forêt tropicale monte de la végétation sous forme de nuages. Le camion avance à tâtons dans le brouillard. La visibilité n'est que de quelques mètres. Une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse serait fatale. Jaime, il y a toujours du brouillard ici, tout le temps. Il faut faire attention car on peut se perdre. On perd beaucoup de temps. On ne peut pas rouler vite. On ne voit presque rien. Puede engañar, nos quita mucho tiempo porque no se puede correr mucho, no hay buena visibilidad. Rurrenabaque est situé sur les rives du Rio Beni, l'un des affluents de l'Amazone. Ici, des camions attendent pour traverser la rivière. Le ferry n'est qu'un simple ponton en bois. Le pontonero guide les camions. La traversée dure une demi-heure et il n'y a de la place que pour 2 camions. Le passeur Guarner Arias est chargé d'amener les camions et les passagers en toute sécurité sur l'autre rive. Depuis de nombreuses années, il fait l'aller-retour sur le Rio Beni. Il sait aussi quand le service doit être interrompu. Cette rivière a besoin d'un certain niveau. On ne peut pas naviguer tout le temps. Lors des crues, le courant emporte des débris, du bois, des déchets, tout ce qui peut casser les moteurs. Dès que le ferry accoste, Guarner Arias doit l'amarrer solidement. Des chaînes en fer l'empêchent de dériver lorsque les camions montent sur le ponton. La rampe n'est formée que de 2 planches qui doivent supporter des poids de plusieurs tonnes. Des muscles et un œil averti sont nécessaires pour bien les positionner. Entre-temps, Omar est arrivé au ferry. Il s'agit maintenant de guider le camion avec précision sur la rampe. Nous allons devoir être très prudents pour faire monter le camion sur le ponton. Il faut aller lentement, de plus en plus lentement. S'il ne travaille pas correctement, c'est l'accident. Et c'est mauvais pour nous tous. Alors il y aura un problème. Il faut savoir monter sur le ponton. On doit toujours utiliser ce qu'on appelle le rapport Kramer. C'est la bonne combinaison entre freiner et rouler pour ne pas repousser le ponton. Omar et le pontonero se connaissent depuis de nombreuses années. Ils profitent de la traversée pour échanger des nouvelles. Le matin même, un camion a glissé du ponton et il a été récupéré avec difficulté. C'est toujours la même erreur que font les chauffeurs. C'est glissant. C'est exactement ce qui s'est passé. La planche de bois sur laquelle on roule bouge un petit peu. Il y a une petite marge au niveau des vitesses. C'est terrible. Le pire, c'est quand la roue arrière tourne dans l'autre sens. On peut alors déraper, c'est ça le problème.
Près de l'endroit où les camions traversent le Rio Beni, des pêcheurs chassent les plus gros poissons d'eau douce du monde. Antonio Limachi et Alfonso Carvajal taquinent les savoureuses silures. Où est-ce qu'on lance le filet? Où? Ici? Comme la saison sèche dure plus longtemps, le débit du Rio Beni diminue. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prises sont moins nombreuses. Mais les dieux de la pêche semblent sourire à Antonio et Alfonso. Un beau surubí. Aujourd'hui, c'est difficile. L'eau devrait être plus haute, mais elle est basse parce que cette année, il fait très sec. Pas comme l'année dernière. Quand on jetait le filet une fois, on attrapait 4, 5, voire 10 poissons. Maintenant, c'est encore toujours trop sec. Omar a quitté le fleuve depuis longtemps. Son chemin le mène sur des routes caillouteuses de la plaine aux régions plus en altitude. La route serpente depuis les basses terres tropicales humides vers les hauts plateaux arides des Andes. Elle est en grande partie non asphaltée et traverse les paysages époustouflants des Yungas. Les conducteurs doivent franchir des vallées profondes et d'immenses gorges sur leur chemin. On roule à gauche sur la route des Yungas. Les véhicules qui montent ne doivent pas s'arrêter, car ils ne pourraient plus redémarrer. Omar a maintenant besoin de toute sa concentration. Son camion passe tout juste entre la paroi rocheuse et le précipice. Une erreur de conduite et il tombe dans le vide. Le bord de la route n'est pas stabilisé. Il n'y a pas de glissière de sécurité. Que faire si un autre véhicule veut croiser Omar? Faire marche arrière est trop dangereux. Il n'y a que peu de points de croisement. Il faut espérer, avec la peur au ventre, ouvrir l'œil et tenter sa chance. C'est un endroit très dangereux. Beaucoup de gens sont morts ici. En cas de chute, on tombe 150 mètres plus bas. On n'y survivrait pas pour pouvoir en parler. Nous devons être très prudents. Le camion continue à se faufiler dans la gorge. La route a été creusée à la dynamite dans la paroi rocheuse. Il y a de nombreux chantiers le long de la route. Elle est élargie partout où c'est possible. Les engins de chantier gagnent du terrain mètre après mètre sur la nature. L'objectif, permettre aux véhicules d'arriver plus vite et plus sûrement à destination. Malgré la richesse de son sous-sol, la Bolivie est toujours l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. L'extension du réseau routier et une meilleure infrastructure doivent contribuer à changer cette situation. En raison des travaux, des tronçons entiers sont fermés à la circulation plusieurs heures par jour. Dès que la route est rouverte, une véritable course commence parmi les automobilistes. Tout le monde veut rattraper le temps perdu, provoquant bien souvent des accidents mortels.
Ceux qui n'ont pas de voiture et doivent voyager loin prennent les autobus. Ils sont certes plus confortables, mais pas moins dangereux. Certains chauffeurs de bus jouent avec la vie de leurs passagers lors de manœuvres de dépassement risquées. Il y a quand même des gens qui ont peur. Ils viennent de Cochabamba, de Santa Cruz, des gens qui ne savent pas conduire ou qui roulent ici pour la première fois. Ils ont peur, mais pas moi. Pour moi, c'est plutôt du plaisir. Nous prions Dieu de pouvoir atteindre notre destination. Ma famille s'inquiète. Si quelqu'un de nous voyage, je m'inquiète aussi jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. La fascination et la peur alternent chez les passagers. Ils profitent certes d'un panorama unique sur le paysage grandiose des gorges, mais souvent, seuls quelques centimètres les séparent du précipice. Un vide d'une centaine de mètres et plus. Pour ceux qui souffrent du vertige, le voyage en bus devient vite pénible, même s'il n'y a pas d'accident. Quelle chaleur! Allez, Jaime, on déjeune. Omar et Jaime s'arrêtent dans l'un des rares restaurants locaux. Qu'est-ce qu'on mange, Donia? Quelle chaleur, Jaime! Qu'est-ce qu'il y a? Un menu complet. J'ai tellement faim et quelque chose à boire, quelque chose de frais. Il y a des boissons aux fruits et de l'eau gazeuse. C'est le repas standard de la région, avec toujours une soupe pour commencer. Omar et Jaime ont rendez-vous avec le frère de Jaime qui a une mission spéciale pour eux. Ils doivent emmener Monchito, un petit singe, chez une amie, à La Paz. On emmène le singe? Ce n'est pas la première fois qu'il va à La Paz. Je ne pense pas qu'il aimera ça. Faudrait pas qu'il prenne froid. Mais il doit nous aider si quelque chose se casse. Sinon, on l'aplatit. C'est bon, on l'emmène. Monchito semble apprécier le voyage, et Omar et Jaime peuvent enfin se détendre un peu. Mais la légèreté de la vie de camionneur ne dure pas longtemps. Jaime, je crois qu'un pneu se dégonfle. Siento como si estuviera escapando aire de una de las llantas. La bande de roulement d'un pneu déjà bien usé s'est abîmée lorsqu'Omar a sorti le camion de la boue. La gomme a apparemment été endommagée lorsque les roues ont patiné. C'est le pneu. Zut, un morceau s'est détaché. Il n'y a plus de gomme, on voit déjà la carcasse. Il manque un morceau, il faut le changer. Heureusement que le garage le plus proche n'est pas très loin. Dans le village de Cincuentaidos, Omar fait changer le pneu. La réparation prend certes du temps, mais Omar calcule toujours de tels petits incidents. Il en profite pour se détendre. Quelques feuilles de coca y contribuent. Elles le maintiennent éveillé et de bonne humeur. Je prends mes précautions maintenant, sinon cela pourrait me coûter plus tard 2 ou 3 heures de temps. Là, je ne perds qu'une demi-heure. C'est mieux comme ça. Mais je ne me stresse pas. J'ai même mes feuilles de coca ici pour me calmer et pour me reposer, parce que le trajet est quand même fatigant.
Dans les Yungas, les paysans récoltent la coca comme ailleurs le thé ou les tomates. Albertina Mamami et son mari Valerio font partie des dizaines de milliers de cocaleros légaux. Pour les cultivateurs de coca, cette plante ne sert pas de base à la cocaïne, mais c'est une plante sacrée que les Incas connaissaient déjà et qui a des effets bénéfiques. Parfois, nous avons faim. Quand nous mâchons des feuilles de coca, la faim disparaît. Comme ça, on arrive à tenir jusqu'au déjeuner. Ici, dans les Yungas, presque tout le monde mâche de la coca. Nous n'avions pas d'argent pour envoyer nos enfants à l'école. Nous ne sommes pas non plus allés à l'école. Il n'y avait pas d'argent non plus pour cela. Le prix de la coca était très bas, 1 boliviano la livre. Aujourd'hui, nous obtenons 35 ou 40 bolivianos pour une livre. La valeur des feuilles de coca qu'Albertine a fait sécher et prépare pour le transport a fortement augmenté ces dernières années en Bolivie. La culture est soutenue par les plus hautes instances politiques. Le président Evo Morales, ancien cultivateur de coca, promeut la coca comme un bien économique, au même titre que le café et d'autres fruits. Il veut que la coca soit reconnue au niveau international et non diabolisée comme une drogue. Albertina et Valerio gagnent relativement bien leur vie grâce à la coca. Environ 2500 € par an. Ils apportent leur sac au marché de La Paz où les feuilles de coca de leur région sont particulièrement appréciées. Omar et Jaime ont trouvé un endroit où dormir pour la nuit au bord de la route. Jaime, nous devons dormir. Demain, nous devrons nous lever tôt avant de continuer la route. Il faut bien qu'on arrive et qu'on décharge le bois. À demain. Je veux rêver d'anges. L'altiplano, le haut plateau de l'ouest de la Bolivie, jouxte les Yungas. Les lamas y pèsent sur des terres arides. Seules quelques pistes traversent la région. Il y a 1000 ans encore, les Incas étaient installés sur l'altiplano. Aujourd'hui, des motos de cross sont le meilleur moyen de découvrir leur chemin et lieu de culte. Fernando Jordan cherche les anciens chemins, accompagné par son ami Mauricio del Solar. Tous deux partagent la même passion pour la nature, la culture et la moto. Tu sais, c'est une partie d'un ancien chemin Inca, toute cette région. C'est d'ici qu'ils sont partis. Oui, ils ont traversé ces montagnes et c'est là qu'ils ont trouvé de l'or. Ce n'est pas la première fois que Mauricio et Fernando explorent cette région. Elle leur est familière. Aucun d'entre eux ne partirait seul pour une telle expédition. Ce serait trop risqué. Il pleut là-bas derrière. Terrible. Mais il faut quand même passer par là. Cherchons un autre chemin. On va passer par là et on tournera après. J'espère qu'il ne pleuvra pas trop là-bas. Oui, regarde, il y a des nuages et le vent pousse les nuages dans cette direction. Il faut qu'on se dépêche. Les pistes sont très dangereuses et nous sommes loin de toute aide. S'il nous arrive quelque chose, il nous faudra quelques heures pour aller chercher de l'aide. C'est très dangereux, quelque chose peut arriver à tout moment. Un accident avec la moto, ce serait mauvais. C'est pourquoi un casque, des vêtements de protection et un moteur bien lubrifié sont élémentaires.
plus les motards montent en altitude, plus l'air se raréfie. Ils grimpent à moto à plus de 5000 mètres d'altitude. Un vent glacial souffle des montagnes. Au vent et au froid s'ajoutent des lamas sauvages comme obstacle supplémentaire. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles choses. C'est ce qui me plaît dans ce pays, que nous découvrions encore de nouvelles choses à partager. C'est très spécial pour moi d'être ici. C'est la même route que nos ancêtres ont empruntée il y a 500 ans pour trouver de l'or pour leurs bijoux. Quand je roule en moto et que je vois les traces de lamas, je sens que c'est un endroit avec tellement d'énergie. Omar grimpe et redescend sans relâche. À un endroit bien visible, des sacs et des paquets gisent au bord de la route. Ce qui n'est d'abord qu'une supposition devient vite une terrible certitude. Que s'est-il passé, Jaime? Je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a vu quelque chose? C'est arrivé la nuit dernière? Quelqu'un est-il mort? Ils étaient deux. Le conducteur est mort? Non, il est vivant. Son passager est mort. C'est désolant. Il a voulu laisser passer un véhicule qui venait en sens inverse. Il s'est trop approché du bord et la chaussée s'est alors effondrée. Il faut faire très attention avec ça. Il faut rouler prudemment et rester éveillé. Si on est fatigué, il vaut mieux s'arrêter et se reposer. Certains conducteurs sont très fatigués mais continuent à rouler et s'endorment. C'est alors que ce genre de choses arrive. C'est une erreur du conducteur. Sur cette route dangereuse, on peut faire des erreurs, mais ce n'était pas vraiment une erreur. Si la chaussée s'effondre alors qu'il a simplement essayé de laisser passer une autre voiture, qui est responsable? Personne. Des accidents se produisent régulièrement sur les routes de montagne des Yungas. Omar a lui aussi perdu des amis et des collègues. S'il ne lui est encore rien arrivé, c'est certainement grâce à sa prudence, mais aussi à la chance. Pour Omar, le camion est sa maison pendant des semaines et des mois. Les courtes pauses qu'il fait pour se rafraîchir sont donc d'autant plus appréciées. Tu peux attacher le singe là, il aura de l'air frais. Même si Monchito, le singe, n'aime pas être laissé seul pendant un court moment, une petite sortie hors de la cabine du conducteur lui fera certainement du bien. Pour Omar et Jaime, l'eau claire des montagnes est meilleure que n'importe quelle douche ou baignoire dans un hôtel. Après un jour et demi, ils peuvent se laver pour la première fois. Et ils le font soigneusement. Après une journée très fatigante, tu es crevé. Tu es sans cesse concentré sur la route. Après avoir vu les accidents, la meilleure chose, la plus relaxante, la plus belle qu'on puisse faire, c'est de se laver. Maintenant, je peux continuer à conduire. J'ai l'impression d'avoir supprimé 1 kilo de poussière. C'est agréable, n'est-ce pas, Jaime? Oh non, Jaime?
Omar mène une vie de camionneur. Et comme les marins, ce capitaine de la route a une femme à chaque étape. Sur la route, on rencontre de nouveaux amis, de nouvelles femmes attirantes. Pas seulement dans ce pays, mais aussi dans d'autres pays. La vérité, c'est que j'ai 2 femmes. Avec ma première femme, j'ai 2 enfants, et avec la deuxième, j'en ai 1. Parfois, il y a aussi des moments difficiles. Je ne peux pas me couper en 2. À Coroico, Omar s'arrête pour rencontrer Veronica, sa seconde femme. Il ne la voit que tous les 15 jours. Avec Omar, elle sait à quoi elle s'est engagée. Bien sûr que je suis jalouse. J'ai déjà voyagé avec lui et j'ai vu beaucoup de choses. De belles femmes qui lui parlent. Elles viennent, elles lui sourient et discutent avec lui. Oui, je suis très jalouse. Le jour de la Toussaint, on honore les défunts au cimetière de Coroico. Les proches viennent fleurir les tombes en souvenir des disparus. Avec Veronica, son fils et sa mère, Omar profite également de ce court séjour pour prier sur la tombe du père de Veronica et la décorer. Nous sommes en contact avec les âmes. Et je prie toujours, pas seulement ici, mais aussi en route, pour qu'elles nous accompagnent et veillent sur nous. En Bolivie, la Toussaint se déroule dans l'allégresse au cimetière. Des orchestres jouent près des tombes. Et pour que les défunts puissent participer à la fête et soient accueillis lorsqu'ils apparaissent, la plaque funéraire se transforme en table. Des figurines en pain, des sucreries, des fruits et de l'alcool y sont disposés. Enfants et adultes vont de tombe en tombe et prient pour ceux dont les proches leur crient le nom, qu'ils aient ou non un lien de parenté avec eux. En remerciement, ils reçoivent les offrandes de la tombe. Pour Omar aussi, il est naturel d'aller sur des tombes étrangères et de prier pour ses défunts. C'est la coutume. La fête se poursuit jusqu'au soir, mais Omar doit reprendre la route. Il doit encore affronter le tronçon qui a valu à cette route son surnom de route de la mort. Depuis Coroico, la Carretera de la Muerte traverse presque toutes les zones climatiques de Bolivie sur environ 65 km. Jusqu'à La Paz, elle franchit 3000 mètres de dénivelé. Brusquement, le temps change. Des nuages de pluie montent des profondeurs et transforment la route large de 3 mètres à de nombreux endroits en une piste dangereuse.
ce petit ruisseau se transforme en torrent. L'eau coule partout. Le trajet devient une véritable glissade. Je n'ai pas peur, mais je n'ai pas confiance en la route. Avec la pluie qu'il y a maintenant, la chaussée est mouillée et détrempée. Elle peut s'effondrer à tout moment. Il peut y avoir des chutes de pierres. Si une autre voiture arrive en face, il se peut que ce soit trop étroit et que nous ne puissions pas nous croiser. Il y a encore quelques années, cette route était considérée comme la plus dangereuse du monde. Chaque mois, des véhicules s'écrasaient dans le précipice. Il y avait beaucoup de morts et de blessés. Depuis quelques années, un contournement existe, mais Omar emprunte l'ancienne route de la mort car elle est plus courte et il peut ainsi économiser du carburant et du temps. Allez les amis, bienvenue sur la route de la mort. Pour moi, c'est la meilleure partie. Il faut environ 2 heures pour la parcourir. Vous devez être très prudent. Il y a de grosses pierres et des trous. 90% des accidents surviennent dans les virages. Donc, ralentissez. Ce qui est un travail pour les camionneurs est une pure aventure pour les vététistes. Depuis quelques années, de nombreuses agences de loisirs proposent la Carretera de la Muerte comme attraction. Sous la direction de guides des touristes du monde entier, vivent une expérience particulière, la descente dans les gorges. La route de la mort, tout en descente, est l'une des principales attractions touristiques en Bolivie. Néanmoins, les cyclistes doivent veiller à ce que l'excursion ne se termine pas en chute libre. Ok, chicos. Quelques photos pour l'album de famille, ou mieux encore pour les amis en ligne du monde entier. Pour moi, depuis que je suis en Bolivie, je rêve de faire la route des Yungas. Au début, je n'osais pas, j'avais peur, mais maintenant je roule sans problème. C'est super. L'adrénaline que tu ressens en roulant, quand tu réalises que ça descend de presque 1500 mètres, c'est incroyable. Cette sensation quand tu roules près du bord, c'est comme si tu volais. C'est quelque chose d'inexplicable. Omar touche au but. Mais il ne doit surtout pas se déconcentrer ni être imprudent. La route reste imprévisible jusqu'au bout. Le temps s'est certes amélioré, mais la chaussée est toujours détrempée et friable. Omar quitte enfin la piste caillouteuse pour le dernier tronçon de la route. À partir d'ici, les derniers kilomètres jusqu'à La Paz sont asphaltés. Tout d'abord, je remercie Dieu de m'avoir donné la vie. Je lui demande de nous protéger sur le chemin afin que nous soyons toujours attentifs, que nous n'ayons pas d'accident, pour ne pas faire d'erreur. La cordillère royale accompagne Omar jusqu'au point le plus élevé du voyage. Omar fait à nouveau une courte pause au col de la Cumbre à 4650 mètres d'altitude. Dans le vent glacial, il prie pour les morts victimes de cette route. Il remercie Pachamama, la terre-mère, de l'avoir épargné jusqu'à présent et demande à Dieu de lui accorder sa grâce et la santé ainsi qu'à sa famille.
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos... La Paz, la destination du voyage. C'est la ville de plus d'1 million d'habitants la plus haute du monde. Les maisons se situent entre 3200 et 4100 mètres d'altitude. Omar doit se rendre à l'autre bout de la ville, là où se trouve l'entrepôt de son client qui attend déjà sa cargaison de planches. Pendant ce temps, Jaime amène Monchito chez l'ami de son frère où il est attendu avec impatience. Après avoir surmonté tous les obstacles de la route de la mort, un dernier défi attend Omar. Traverser cette ville est ce qu'il y a de plus fatigant pour moi. Il y a beaucoup de petites voitures, les rues sont étroites. Les taxis s'arrêtent juste comme ils veulent, les minibus aussi. Ça m'énerve. Le voyage se termine à El Alto, aux portes de La Paz. C'est là que se trouve le dépôt de bois. Omar a terminé sa mission. Il a livré les planches en toute sécurité et dans les temps. Le chargement est arrivé chez le propriétaire. Il est heureux, et moi aussi. Maintenant, je dois déjà penser au prochain voyage, trouver un nouveau chargement, et puis rentrer. Mais pour moi, c'est comme une victoire. J'ai réussi. Ya he cumplido.